On est le 13 avril 2017 à Milan, au siège de Fininvest, la holding de Silvio Berlusconi. On prépare les petits fours. Ce jour-là, une poignée de main scelle le destin d'un club historique du foot italien. Après 31 ans de règne et 29 trophées remportés, le Cavaliere cède son jouet préféré pour 740 millions d'euros. L'acheteur, un homme d'affaires chinois nommé Lee Yong-hung. Ce nom, personne ne l'avait jamais entendu avant ce jour-là. Pas les tifosi milanais, ni les journalistes italiens, et encore moins les experts du foot chinois. Alors dans les jours qui suivent, la presse cherche des réponses. Qui est ce mec? D'où vient sa fortune? Comment il a pu débourser plus de 700 millions pour un club de foot? Tout le monde veut savoir. Sauf que la réponse, elle est aussi simple qu'effrayante. Cet homme n'avait pas d'argent. Le problème, c'est que personne ne voulait rien entendre. Car à Milan, après des années sans trophée, après avoir vu la Juve tout dominer, les supporters voulaient y croire. Croire à ce sauveur venu d'Asie, croire à un mercato qui allait tout changer, croire à un retour au sommet. Sauf que cet espoir a failli faire disparaître l'AC Milan. Alors pour comprendre comment le Milan a pu tomber dans les mains d'un inconnu, il faut qu'on remonte à l'été 2012. À ce moment-là, le club sort d'une saison assez aboutie. Il vient de terminer vice-champion d'Italie derrière la Juventus. L'équipe est solide avec un Zlatan Ibrahimovic qui termine meilleur buteur de Serie A. Thiago Silva, lui, est considéré comme le meilleur défenseur central du monde. Et Nocerino sort une très bonne saison au milieu. Rajoute à ça que Milan joue la LDC chaque année depuis 99 et tu te dis que tout va bien. Sauf qu'en coulisses, c'est pas vraiment la fête. Silvio Berlusconi vient d'avoir 75 ans et après plus de 30 ans de règne, il commence à saturer. Entre ses ennuis judiciaires, les coups du club et son âge, l'Italien veut préparer sa succession. En quelques semaines, il décide donc de vendre Zlatan et Thiago Silva au PSG pour 65 millions. Et sa justification est très simple. Nous économiserons 150 millions d'euros sur 2 ans grâce au salaire. Une logique purement comptable, mais aussi une logique de fin de règne. Car ce qu'il n'avait pas prévu, c'est l'effondrement sportif qui allait suivre. Sans Ibra et sans Thiago Silva, le Milan n'est plus vraiment le Milan. La saison suivante, les rossoneri terminent 3e. Puis en 2013-2014, c'est la chute libre, une 8e place en Serie A. Et surtout, une humiliation en LDC 5-1 contre l'Atlético Madrid. Ce que les supporters ne savent pas encore, c'est qu'il s'agit de la dernière apparition en LDC avant 7 ans. Puisque l'année d'après, le Milan touche réellement le fond. En terminant 10e en championnat, les rouges et noirs réalisent leur pire classement depuis 97. Le club qui avait remporté 7 LDC se retrouve à jouer contre Cesena et El Chievo devant des tribunes à moitié vides. À tel point qu'en mars, les membres de la Curva Sud organisent un boycott massif. Le stade de 80 000 places se retrouve quasiment vide lors d'un match contre Cagliari. Dans les gradins, il n'y a que quelques supporters et des banderoles. Fininvest out et Berlusconi vend ou investit. Le message va être reçu 5 sur 5. Car depuis 2014, Silvio Berlusconi cherche à vendre. Il y a eu d'abord des négociations avec le businessman thaïlandais Bitai Chobol. Surnommé Mr. B, il promet de racheter le club pour 500 millions. Il pose même avec l'Italien, promet monts et merveilles, parle d'investissements massifs, mais après un an de discussion, rien n'est signé. Les preuves de fonds ne sont jamais fournies et en juin 2015, les négociations sont au point mort. Dans le même temps, d'autres acheteurs arrivent. Des Chinois, des Américains, d'autres Thaïlandais. Tous font des offres, mais tous disparaissent avant la signature finale. Le Milan devient donc une sorte de blague, le club qui est toujours en vente, mais qui se vend jamais. Et puis, un an après, un consortium chinois mystérieux entre en scène. Son nom, Sino Europe Sport Investment Management Shanking Co. Autant vous dire que le nom, non, il fait pas rêver. Son représentant, un certain Lee Yong-hung. Lee n'est pas un milliardaire comme les autres. Et en vrai, on sait pas vraiment qui il est. Officiellement, c'est un gars né en 69 dans le village de Guangdong en Chine. Et sa fortune, estimée à plusieurs milliards, viendrait de la plus grande mine de phosphore de Chine. Donc en soi, tout ça sur le papier, ça tient la route. La Chine connaît un énorme boom économique et des millionnaires sortent de nulle part tous les jours. Alors, pourquoi pas Lee? Le 13 avril 2017, c'est donc officiel, il devient le propriétaire du Milan AC. Contre 740 millions, il prend possession de l'un des plus grands clubs d'Italie. Et très vite, il va se mettre au travail. Les rossoneri viennent de terminer 6e, ils sont qualifiés en barrage de Ligue Europa. L'équipe est un peu cabossée et il faut repartir d'une page blanche. Alors cet été-là, c'est le mercato de tous les espoirs, le mercato de la renaissance, le mercato qui va tout changer. En quelques semaines, le nouveau proprio va claquer plus de 200 millions d'euros. Avec d'abord André Silva qui débarque de Porto pour 38 millions. Le jeune prodige portugais de 21 ans est déjà comparé à Cristiano Ronaldo dans son pays. Puis Franck Kessie arrive de l'Atalanta en prêt avec une option d'achat à 32 millions et suivent Andrea Conte
Conti de l'Atalanta aussi, Hakan Çalhanoğlu du Bayer Leverkusen, Nikola Kalinic de la Fiorentina, Ricardo Rodriguez de Wolfsburg, Matteo Musacchio de Villarreal ou Lucas Biglia de la Lazio. Mais le vrai gros coup, c'est Leonardo Bonucci qui arrive de la Juve pour 42 millions, le capitaine de la Juventus, triple champion d'Italie, finaliste de la LDC 2 mois plus tôt. C'est ça le transfert choc. Le jour de sa présentation, il y a des milliers de fans dehors. Ça chante, ça crie, le diable est de retour. Au total, 11 joueurs sont pris, 11 nouvelles têtes pour refaire tout un nouveau 11 qui sera amené par Vincenzo Montella et son projet sur 3 ans. Les objectifs sont simples. La première année, le Milan veut retourner en LDC. La deuxième année, on stabilise et on consolide. Puis la troisième année, on domine et on gagne le Scudetto. Le plan est clair, ambitieux, bref, c'est crédible. La saison 2017-2018 commence donc par des matchs de barrage d'Europa League contre le CSU Craiova et le Shkendija, des clubs roumains et macédoniens. Sans trop forcer, les Milanais s'imposent 3-0, puis 7-0 au cumulé. Et en championnat, les débuts sont aussi corrects. Des victoires contre Crotone ou Cagliari lancent bien la saison, mais très vite, les premières fissures vont apparaître. Bah oui, parce que acheter 11 joueurs c'est bien, mais construire une vraie équipe c'est plus compliqué. Bonucci ne s'entend pas avec les autres défenseurs. André Silva a du mal à s'adapter au jeu à l'italienne. Kalinic est transparent et Çalhanoğlu est irrégulier. L'équipe n'a pas d'identité, pas de cohésion, pas d'automatisme et ça va se voir sur les résultats. Les rossoneri vont enchaîner des défaites contre la Lazio, contre la Roma, puis contre l'Inter dans le derby. Après 14 matchs de championnat, le bilan est catastrophique. 6 victoires, 2 nuls et 6 défaites. C'est tout simplement le pire début de saison du Milan depuis 1942. Le club se retrouve 7ème à 18 points du leader napolitain et à la mi-novembre, après un 0-0 bien chiant contre le Torino, Montella est limogé. Son projet de 3 ans n'aura duré que 4 mois. À sa place, l'y prend Gennaro Gattuso. L'ancien guerrier du Milan amène son énergie, sa rage, son cœur et mine de rien, il stabilise le navire. Sur les 24 derniers matchs de championnat, le Milan en gagne 12. C'est mieux, certes, mais c'est trop tard. Au classement final, les rossoneri terminent 6ème et ne retrouveront pas la Ligue des Champions, car en Europa League, c'est les mêmes problèmes. En 8ème de finale contre Arsenal, l'équipe ne voit pas le jour et se fait balayer 5-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Et quand on fait le bilan, la saison est vraiment pas bonne. Le meilleur buteur, c'est pas André Silva payé 38 millions, c'est pas Kalinic non plus, c'est Patrick Cutrone, un jeune de 20 ans formé au club avec 18 buts au total. André Silva, lui, en marque 2 en Serie A, 2. Pour 38 millions, ça fait cher, très cher le but, surtout quand on sait qu'en coulisses, la situation financière s'est dégradée à vitesse grand V. Parce que derrière ce fiasco sportif, il y a un problème encore plus grave. Un problème que personne n'a voulu voir, tout ce mercato était en fait financé par de la dette. Et c'est ça le vrai secret de Lee Yong-hong. Il a jamais acheté le Milan avec son argent, il l'a acheté avec l'argent des autres. Alors vous allez me dire, comment acheter un club à 740 millions d'euros quand on n'a pas 740 millions d'euros? Eh bien c'est simple. On emprunte de l'oseille. Et Lee va devenir le champion du monde de l'emprunt créatif. D'abord, il va créer un vrai labyrinthe de sociétés offshore. 2 situées à Hong Kong, une au Luxembourg, une autre aux îles Vierges britanniques. Au total, c'est 7 entités réparties uniquement dans des paradis fiscaux. Évidemment, aucun employé et aucune trace de flux financiers. Ensuite, il emprunte 303 millions d'euros à Elliott Management, un fonds d'investissement américain, avec un taux d'intérêt plutôt mignon, 11,5%, soit plus de 30 millions d'euros à rembourser chaque année. La seule garantie étant les parts du club. C'est simple, si Lee ne rembourse pas, Elliott prend le Milan. Sauf qu'à partir d'octobre, Reuters balance une info bizarre. Lee n'a versé que 27 millions sur les 60 millions promis pour les 2 premiers versements. Forcément, si au bout de quelques mois après l'achat, t'es déjà plus capable de rembourser, les journalistes vont creuser. Et ça va pas louper. Le New York Times décide d'envoyer une équipe enquêter sur Lee. En arrivant en Chine, il part découvrir ses bureaux, sauf qu'arrivé en face de l'immeuble, les fenêtres sont fermées. La seule chose qu'il trouve, c'est un avis d'expulsion pour loyer impayé. Sully Wei, la correspondante du journal à Pékin, dira: Nous avons demandé partout et personne ne savait qui était Lee Yong-hong. Je me demande qui a fait la vérification de ces entreprises au départ en supposant qu'elles aient été faites. Derrière, les révélations s'enchaînent. L'entreprise Grand Dragon International Holding, dont Lee se dit président, publie un démenti officiel. Ils annoncent que Lee n'a jamais été président de leur société. Quant à l'UEFA, ils commencent eux aussi à examiner les comptes du Milan. Le club demande un accord pour étaler ses pertes sur plusieurs années, genre ok on a cramé 200 millions sur le mercato, mais laissez-nous du temps pour récupérer. Sauf qu'en février, l'UEFA refuse direct. Elle écrit noir sur blanc: Il subsiste des incertitudes sur le refinancement des prêts et les garanties financières de l'actionnaire principal. En gros, ils pensent pas que ce mec pourra rembourser. Et devinez quoi?
Bah ils ont raison, parce que Lee galère à refinancer son prêt et cherche de l'aide partout, que ce soit des banques chinoises, des fonds d'investissement, des courtiers, n'importe quoi. Personne ne veut lui prêter le moindre euro. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait qu'il est cramé. Elliott finit par lui accorder une extension de quelques mois, mais son taux passe de 11,5% à 24%, soit quasiment 70 millions à rembourser chaque année. Bon, autant vous dire que c'est pas du tout soutenable, et lorsque le club passe devant l'UEFA, la sanction tombe direct. Le Milan est exclu de la Ligue Europa pour 2 saisons. C'est la sanction la plus lourde jamais infligée à un club du top 5 européen. Marco Fassone, le CEO, est furieux. Il dit que c'est injuste et disproportionné. Il annonce même faire appel aux TAS, mais au fond, il sait que c'est mort. Car pendant ce temps, Lee court toujours partout pour trouver du cash. Le 6 juillet 2018, il doit rembourser 30 millions. Un montant parmi d'autres quand on sait que la dette dépasse maintenant les 400 millions d'euros. Rocco Commisso, proprio du New York Cosmos, fait une offre. La famille Ricketts, proprio des Chicago Cubs, fait aussi une offre. Mais Lee refuse. Il veut garder le contrôle. Il croit encore qu'il peut s'en sortir. Sauf que le 6 juillet est là et Lee, il paye pas. Résultat, 4 jours plus tard, Elliott déclare officiellement Lee en défaut de paiement et annonce la prise de contrôle totale du Milan. Dans une lettre au journal Il Sole 24 Ore, Lee se défend. J'étais convaincu qu'Elliott était un investisseur digne de confiance. Je suis prêt à me battre pour défendre mes droits. Mais la réalité, c'est que plus personne l'écoute et surtout, plus personne le croit. Comment le croire quand ses bureaux sont fermés pour loyer impayé? Comment le croire quand tu empruntes à 24%? Les chiffres ne collent pas. Ils n'ont jamais collé. Derrière, Elliott décide donc de faire le ménage. Exit les Fassone et Mirabelli, bienvenue à Paolo Scaroni, Leonardo et Paolo Maldini. Le message est clair, l'amateurisme c'est fini. Et il faut tout reconstruire. Car le fonds hérite d'un club avec une dette à 400 millions, des sanctions de l'UEFA et une image détruite. Alors pour redresser le Milan, Elliott a un plan, misé sur la jeunesse, la data et l'équilibre financier. Il commence d'abord par négocier un accord avec l'UEFA concernant les sanctions de la Ligue Europa. Les Rossoneri pourront jouer en Europe la saison suivante, mais devront donner la moitié de leurs revenus sur la compétition. Puis ils vont dégraisser à fond. Les Bonucci, Kalinic ou André Silva sont envoyés à droite à gauche. Quant aux recrues, on essaye d'être assez malin. Théo Hernandez, par exemple, est pris au Real Madrid pour 23 millions, Leao signe de Lille pour 50 millions, Tonali débarque pour 15 millions, et enfin Zlatan fait son retour au club pour encadrer tout ça. Résultat, le Milan se redresse petit à petit. En 2021, l'équipe fait son retour en LDC, puis en 2022, Milan décroche son 19e Scudetto, le premier depuis 2011. Cet été-là, Elliott en profite pour vendre le club à Redbird pour 1,2 milliard, soit le double du prix de Lee. Mais il aura fallu quand même 5 ans pour panser les plaies d'un escroc. Car certes, Lee n'a pas créé cette dette, mais son passage d'un an l'a aggravé. Entre son mercato à crédit, sa gestion catastrophique et son exclusion européenne, il a failli mener le Milan à la faillite. Au final, il s'est mené à la faillite lui-même. Car pendant qu'Elliott reprenait le contrôle, lui, il disparaît des radars. Ou presque. À son retour en Chine, il est ajouté à la liste des débiteurs malhonnêtes. Son passeport est confisqué, il est interdit de quitter le territoire, il peut plus prendre l'avion, ni le train à grande vitesse, ni séjourner dans des hôtels de luxe. Puis en 2022, il tente un dernier gros coup. Il réclame 319 millions à Elliott devant un tribunal luxembourgeois. Selon lui, il devrait avoir droit à une partie de la plus-value sur la vente à Redbird. Sauf que le tribunal donne raison au fond, les contrats sont clairs, Lee n'a plus son mot à dire. Et en janvier 2025, le coup de grâce tombe, Lee est officiellement déclaré en faillite personnelle. Sa dette totale est de 289 millions de dollars, notamment envers plusieurs fonds, dont Elliott. Le milliardaire qui avait racheté le Milan finit ruiné, interdit de voyager, banni du monde des affaires. Le diable milanais était censé revenir. À la place, c'est un menteur qui est arrivé et il a fallu 5 ans pour s'en relever. Voilà, c'était l'histoire du rachat du Milan par ce bon vieux Lee Yong-hong. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Aussi, petit rappel, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin, j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sinon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.